Mathieu Esplat, c'est moi qui vais avoir l'honneur et le privilège d'animer cette visioconférence aujourd'hui avec vous tous. Donc à défaut d'être dans le château, on va être à distance. Avant qu'on vous explique un peu les tenants et les aboutissants, est-ce que l'un de vous pourrait nous confirmer que vous visualisez correctement mon écran et que vous m'entendez également correctement? Top. Alors visiblement c'est bon, ça y est, tout le monde voit bien mon écran et vous m'entendez bien. Donc, on est, encore une fois, donc on est évidemment pas au château, on est en visioconférence. Euh, Notre groupe, Intuit, qui est la société qui édite la solution qui s'appelle QuickBooks, euh, est très à cheval sur les valeurs et les piliers de l'entreprise. Les salariés, pour le coup, les 9000 salariés de la société, qui sont du coup la principale composante de l'entreprise et de ce qu'on exploite, je dirais, et ce sur quoi on croit et qu'on développe en permanence, compte tenu en fait des récentes évolutions en lien avec le coronavirus, notre groupe a pris la décision d'internir en fait tous les déplacements des salariés dans leur propre intérêt, pour éviter euh, qu'ils deviennent des facteurs soit de contagion ou même qu'il y ait un salarié pour le coup qui contractent ce virus. Donc c'est ce qui explique pourquoi on a malheureusement dû changer un peu le fusil d'épaule la semaine dernière pour convertir cette visite du château qui devait avoir lieu en séance visioconférence. Donc on espère d'ailleurs que vous avez tous reçu notre petit cadeau par la poste pour essayer un peu comme au cinéma de bien profiter de cette session, un petit peu de confort additionnel. Et on espère que ça va quand même tout de même vous intéresser, notamment en termes de contenu. Je vous rassure, le contenu va exactement être le même. Malheureusement, on sera pas dans un lieu peut-être aussi frais que le château, mais bon, en ces temps, ce serait peut-être pas préjudiciable. Donc on va attendre encore 1 ou 2 minutes là, on se donne jusqu'à 6, 5h06, 5h07 pour que vous ayez vos quelques autres confrères qui nous rejoignent, et puis on va démarrer. Super. Allez, on va démarrer. Donc, je vous disais, donc, pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Mathieu Esplat. C'est moi qui vais animer cette visioconférence pour l'heure, les 60 minutes qu'on a devant nous. Donc, vous allez voir, ça va être structuré en 2 à 3 parties. Donc, la première partie, on va vous partager nos pistes de réflexion euh, sur comment arriver à construire une expertise digitale à l'intérieur d'un cabinet d'expertise comptable aujourd'hui. Donc c'est vraiment le moment où on redonne un peu au marché, et on partage aux cabinets d'experts comptables, partenaires ou pas partenaires, tout un tas de pistes de réflexion pour arriver à structurer une approche à l'intérieur du cabinet pour bâtir une expertise digitale à l'intérieur du cabinet. Dans un deuxième temps, on vous présentera comment nous, QuickBooks, en tant que solution, on s'intègre dans cette architecture et dans ces process et qu'est-ce qu'on cherche à résoudre pour le coup. Enfin, on vous a aménagé un petit temps de questions-réponses sur la fin si vous souhaitez creuser certaines ou approfondir certains sujets. Avec plaisir, on est vraiment là pour échanger avec vous sur les 60 minutes qu'on a devant nous. Donc cette première partie est vraiment structurée autour de comment bâtir une expertise digitale à l'intérieur d'un cabinet d'expertise comptable. Euh, Ce qu'on vous partage, on tire ça de 3 sources. La première, la société donc, qui distribue QuickBooks en France, qui s'appelle Intuit, c'est le groupe Intuit, c'est une entité qui est présente dans une dizaine de pays à aujourd'hui.
Donc on absorbe du coup dans chacun des marchés où on est présent tout un tas de données, de pratiques qui sont faites suivant les marchés. Et ça permet d'avoir des comparatifs sur qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays en termes de transition dans le digital pour les cabinets d'expertise comptable. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, Intuit est représenté donc sur la partie Océanie asiatique en Australie, en Inde, à Singapour. En Europe, on est principalement présent au Royaume-Uni et en France. Dans le territoire américain, nous sommes implantés notamment au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil. Bon, tout ça, ça fait pas mal du coup de matière et de pistes, encore une fois, de réflexion sur qu'est-ce qui se passe ailleurs. Peut-être qu'en France, il ne se passera pas la même chose qu'au Brésil ou qu'en Inde ou qu'au Canada, mais à minima, ça donne des perspectives, voilà, sur qu'est-ce qui se fait ailleurs. La deuxième source d'information et d'inspiration qu'on a pour le contenu qu'on va vous partager, ce sont des études que le groupe Intuit sponsorise notamment en France. Euh, il y a notamment les études des moulins que je vous recommande. Donc n'hésitez pas, pour le coup c'est ce qui est intéressant quand on est en conf ou quand maintenant, soit après, vous ouvrez une page Google en googlant les moulins, experts comptables. Il y a plusieurs études qui sont sorties, donc c'est des études que nous on sponsorise. L'étude il y a 2 ans, elle s'appelait l'ubérisation de la profession. L'étude l'année dernière, elle s'appelait quelle mission demain. Donc là, ça vous donne des comparatifs avec d'autres secteurs qui ont connu des évolutions numériques, que la technologie a poussé pour le coup à se transformer. Donc il y a vraiment des bonnes pistes de réflexion là-dessus. Et bon, souvent je prends ça en exemple, il y a des fois, il y a des questions qui sont posées dans le cadre de cette étude à un client, un collaborateur du cabinet, un expert comptable, par exemple. Bon, quelle mission vous voyez bien le cabinet proposer dans 12 mois, dans 24 mois? Et bon, vous vous doutez que les réponses peuvent être assez différentes entre le client, le collaborateur et l'expert comptable. Donc voilà, donc il y a vraiment des choses intéressantes là-dedans. Je vous recommande vraiment de les télécharger. Dans le comité rédactionnel de ces études, vous avez des personnes euh, comme Philippe Barré, qui est assez connu dans la profession, puisqu'il fait beaucoup de missions pour l'ordre. Il est lui-même expert comptable d'ailleurs. Vous avez aussi des personnes, une personne qui s'appelle Frédéric Rocci dans ce comité rédactionnel. Frédéric Rocci, il y a peu de personnes qui connaissent son nom. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui connaissent son site internet, ça s'appelle Compta Online. Voilà, donc vous avez ce genre de personnes, profil un peu atypique, qui interviennent dans la rédaction de ces études et encore une fois, je peux que vous les recommander. Enfin, la troisième source d'inspiration pour ce contenu, c'est tout simplement je dirais le quotidien de nos équipes. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, dans nos équipes, donc les équipes de consultants qui accompagnent les cabinets dans leur réflexion digitale, une personne dans ce genre d'équipe va échanger une petite semaine avec 15-20 cabinets et une grosse semaine avec 30 à 40 cabinets. Donc tout de suite, ça fait un peu de matière quand même très pratique sur qu'est-ce qu'on observe sur le terrain. Et ça, on vous en repartage certains éléments qu'on a sélectionnés. Voilà un peu, je dirais, le cadre de cette première partie et d'où viennent les données qu'on va vous présenter. Alors sans plus tarder, si on démarre un peu dans le contenu, hop, donc la plupart des cabinets qu'on rencontre à aujourd'hui, bon, ils se posent la question, on écrit comment survivre, ils se posent surtout la question quel type de prestations on va proposer à nos clients demain. Et pourquoi ces cabinets se posent ces questions? Ils se posent ces questions parce qu'il y a des mutations qui sont en train d'être opérées sur le secteur. Vous avez la plupart des entreprises quand ils cherchent de l'information, bah, ils font ce qu'on fait tous, enfin, en tout cas la plupart parmi nous. On va sur un petit site internet dont vous avez peut-être entendu parler, ça s'appelle google.fr. Puis on Google. Dès qu'on a besoin de données, bah, on Google. Donc on Google recettes de cuisine bœuf bourguignon, on Google comment visiter les châteaux Duc de Bretagne, on Google trouver un expert comptable à Nantes, on Google trouver un expert comptable spécialisé startup. Donc bref, on Google. Et quand ces chefs d'entreprise Google, ils sont exposés à des sites vitrines de cabinets d'expertise comptable, donc qui proposent l'accompagnement du cabinet, la comptabilité,
On met un point d'orgue un point d'honneur sur la qualité des prestations et le suivi des clients. Puis à côté, il y a un deuxième cabinet qui propose exactement la même chose. On est proche de nos clients, etc., etc. Il tombe aussi sur des sites de cabinets qui se positionnent comme des experts parfois dans certains secteurs. Ben voilà, nous on est spécialisé sur les levées de fonds pour les startups, ou alors on est spécialisé pour les restaurants, les hôtels, les taxis. Enfin, il peut y avoir des spécialisations. Il tombe aussi sur des cabinets qui, eux, se spécialisent sur du pas cher. Alors, il y en a toute une ribambelle sur la première page de Google. Ça va de expertcomptable-pascher.fr à expert comptable bon marché, enfin le bon expert comptable, etc. Il y en a plein dans tous les sens. Et donc ils sont exposés à ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut prendre l'une ou l'autre de ces voies, mais c'est ça ce que voient les prospects quand ils googlent. Et du coup, il va falloir trouver une parade à ça. Ce qu'on observe également en tant que mutation, c'est une vraie évolution dans les besoins des clients. Et ça remonte notamment dans dans la plupart des études, dont celle des Moulins dont on parlait tout à l'heure. La plupart des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est marrant d'ailleurs, ils disent pas je voudrais payer moins cher mon cabinet d'expertise comptable. Ce qui remonte des études, c'est je suis prêt à dépenser plus dans mon cabinet dès lors qu'on est capable de m'apporter plus. Ça, c'est un vrai besoin qui est en train qui est déjà omniprésent, quoi. Pour le coup, 96%, c'est pareil. Transformation numérique, je ne vais pas la commenter, c'est présent dans tous les cycles et de tous les congrès depuis maintenant plusieurs années. Gestion des ressources humaines, c'est un point qui revient vraiment du terrain en permanence. On a beaucoup de cabinets d'expertise comptable avec qui on échange. Ils nous disent, en réalité, moi, chez moi, le plus dur, c'est pas de trouver des clients ou des prospects, c'est de trouver des collaborateurs et arriver à les fidéliser. Et ça, c'est assez intéressant, cette remarque. En effet, on est dans une stratégie dans les cabinets où le vrai enjeu, en fait, c'est sur la ressource, en fait, à l'intérieur du cabinet pour livrer quelque part les prestations. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Bah, c'est assez simple. Tous les cabinets recrutent aujourd'hui dans un même pool, un pool de collaborateurs, alors idéalement qui ont fait un BTS ou un DCG en comptabilité, idéalement déjà 2 ans ou 3 ans en cabinet, payer le prix du marché, disponible tout de suite. Ça, c'est ça le profil qui est souvent recherché. C'est un profil qui est limité par nature. Pourquoi c'est limité? Bah, parce que ce pool-là, c'est un pool qui attire un peu moins en études que d'autres secteurs, la communication, le marketing, le commerce, l'IT, etc., etc. Et du coup, il y a moins de personnes disponibles. Et comme c'est une denrée rare, bah, ce qui se passe, c'est que les cabinets se piquent les collaborateurs de temps en temps, et du coup, ça désorganise en permanence la chaîne de production. Une opportunité qui est folle, compte tenu de ce qui est en train de se passer actuellement sur le marché. En tout cas, nous, c'est ce qu'on observe. Le poste qu'on voit le plus se créer, c'est le poste de référent digital. C'est un poste où c'est une personne qui est chargée d'accompagner les entreprises dans leur propre évolution digitale. Bon, ben, ce poste-là, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément besoin du même profil que le pool habituel pour faire les missions traditionnelles. On peut très bien le recruter dans un autre secteur, justement, qui sort en masse des étudiants, marketing, communication, commerce, IT, etc., etc. Et ça, on le voit se créer dans des grands cabinets. Donc, en effet, ils ont le luxe de pouvoir se recruter un responsable marketing ou commercial ou quoi. Mais on le voit aussi dans des cabinets de 4 personnes, où la 5e personne qui est recrutée, c'est le référent digital et il vient pas forcément du secteur de la comptabilité. Donc ça, c'est plutôt, dans le bon sens, une vraie opportunité. Là-dedans, il y a une mutation ou quelque chose qui est un pilier, pour le coup, qui bouge pas trop. C'est un de vos confrères qui m'avait partagé ça. Il m'avait dit, oh, il manque un 5e point là sur votre slide. Il m'a dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui manque? Il m'a dit, bah, c'est simple, il manque le fait que notre principal client à aujourd'hui, l'État français, va toujours continuer à nous en demander de plus en plus sans jamais vouloir nous payer. Et ça, ce gars, il m'a assez éclairé. Je me suis dit, bah oui, il a tout à fait raison en fait. L'État français, celui qui bénéficie de toutes ces liasses, déclarations de TVA, etc., lui va continuer toujours à en demander de plus en plus, confère ce qui s'est passé dans de la paye récemment par exemple, hein, ou le social. Donc il va toujours continuer à demander de plus en plus, mais sans jamais vouloir payer. C'est un autre gars qui paye, celui qu'on appelle le client dans les cabinets. Et du coup, ce qui est en train de se passer, bah, c'est que toute cette obligation pour le coup déclarative fiscale, il y a de plus en plus une remise en cause par justement le gars qui paye et qui à un moment dit bon, toutes ces déclarations, j'ai pas envie de les faire, donc en effet, je suis prêt à payer quelqu'un pour les faire. Par contre, il y a un prix plancher à ces déclaratifs, parce que finalement,
L'intérêt que j'y ai, c'est de ne pas avoir à les faire, mais ça s'arrête là. Et donc, tant que les cabinets ne sont pas capables de proposer d'autres types de prestations ou de services pour ses clients, ben, il y a un prix plancher qui est un prix plafond plutôt, qui est en train de se mettre en place et c'est difficile d'en sortir. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de remise en cause de la chaîne de valeur qui vient des clients en fait, qui disent, qui remettent en fait en cause euh, l'apport de valeur de ne pas avoir à faire ces déclaratifs. Voilà un peu ce qui se passe, en tout cas ce qu'on nous on perçoit sur votre marché. Donc une fois qu'on a dit ça, on pose la question de dire, ok, c'est quoi les options possibles? Donc le point de départ, c'est ce qu'on appelle nous le modèle forfaitaire. Généralement la proposition de valeur, enfin l'offre proposée par les cabinets, savoir, monsieur le client, nous chez nous on va faire vos déclaratifs, vos obligations, toute votre partie administrative. On va vous facturer, alors soit on lui dit à l'heure, bon, ça se fait plus trop, généralement c'est plutôt un forfait, mais qu'on estime en fonction du temps qu'on va passer sur le client. On sait qu'un client de cette taille, l'entreprise de nettoyage, tant de salariés, on va y passer tant de temps. Voilà le forfait que je vous propose, monsieur le cabinet. C'est comme ça qu'on quantifie en fait le forfait qu'on va proposer au client. À partir de là, donc c'est un forfait. Ce qui est compliqué par contre pour le client, c'est d'arriver à différencier ce qui différencie un cabinet d'un autre. Parce que tout le monde va dire, ouais, chez nous, qualité, relationnel, on est là, disponible pour vous écouter. Dès que vous avez besoin d'un coup de main, on est là pour vous proposer une offre adaptée. Et ça, c'est difficile en fait d'arriver à différencier une offre d'une autre. À partir de là, du coup, il y a deux modèles qui sont en train d'évoluer sur le marché. Il y a des cabinets qui se sont dit, bon, nous, c'est simple, on va annoncer qu'on fait exactement ça, donc les obligations déclaratives, sauf qu'on le fait 2 fois moins cher, 3 fois moins cher. D'ailleurs, on va s'appeler expert comptable, pascher.com, etc., etc. Donc eux, ils cherchent à se différencier purement sur l'aspect prix. Pourquoi pas? Donc ils rentrent dans une vraie stratégie de volume en disant on fait les mêmes déclaratifs, sauf que c'est 2 fois moins cher. C'est un bon modèle, je pense, parce que ça répond à une niche de clientèle, et encore une fois, je pense que c'est une niche, qui est la niche qui est prête, qui n'en veut pas plus, en fait, qui veut juste sa liasse fiscale, et qui, pour le coup, va chercher un prix d'appel très bas. Et je pense vraiment que c'est une niche. Ce qui est compliqué, par contre, dans ce modèle-là, c'est d'avoir un avantage concurrentiel sur le long terme qui permet de justifier d'un prix d'appel très bas. Donc souvent, c'est une implantation dans une zone où les salaires sont pas chers, avoir une combine pour payer un peu moins d'impôts, être dans une zone franche, bref, avoir en fait un avantage compétitif sur le long terme qui permet de justifier un prix d'appel bas. Ils ont un deuxième challenge, les cabinets sur ce modèle de volume, c'est d'arriver à recomposer de la marge progressivement. Donc souvent ils vont chercher à refacturer des options un peu en complément pour essayer de rebâtir de la marge. Voilà. À l'opposé, vous avez un deuxième modèle qui existe sur le marché. Donc on appelle ça nous un modèle premium. Ce sont des cabinets qui veulent se positionner sur un apport de valeur additionnelle pour le client. Donc là, une fois qu'on a dit ça, il faut après essayer de préciser un peu ce qu'on entend par là. Vous avez plusieurs possibilités pour apporter de la valeur additionnelle au client. On peut l'aider à gagner du temps, avoir de la visibilité, du coup se sécuriser, optimiser ses coûts, optimiser sa fiscalité, optimiser sa rentabilité, donc des notions d'optimisation. L'aider à structurer une partie sociale, juridique, information et technologie. Donc, on peut apporter en fait tout un tas de valeurs additionnelles aux clients. Encore faut-il être capable d'arriver à les structurer, les proposer, les livrer aux clients et lui présenter de manière adéquate. Mais ça, c'est une vraie, pour le coup, voie de solution pour tous les cabinets qui ont bien l'impression qu'il y a beaucoup d'évolutions qui sont en train de se passer et qui ne veulent pas jouer sur le low cost, pour le coup. Là-dessus, vous avez beaucoup de littérature dans des pays, notamment comme le Canada, où vous avez des gens qui écrivent des bouquins sur comment arriver à bâtir une stratégie de cabinet pour avoir un modèle où on facture en fonction de la valeur qu'on apporte au client. C'est pas aussi direct que pourcentage fois les euros que je vous ai économisés, puisque par ailleurs c'est interdit, mais où on rentre dans des logiques où on cherche à positionner des offres pour les clients et les chefs d'entreprise en fonction de la valeur qu'on est capable de leur apporter. Au plus bas niveau, parce que des fois on me dit oui mais mes clients, moi ils veulent pas de conseils en gestion. Non, bien sûr, l'artisan du coin il veut pas forcément une mission du Boston Consulting Group pour optimiser sa trésorerie.
Par contre, ce gars-là, si on l'aide à passer un peu moins de temps sur sa partie administrative et donc on lui fait gagner un peu de temps, 1 heure, 2 heures par semaine, ouais, 2 heures par semaine, c'est, il y a quoi, 4 semaines dans le mois, ça fait 8 heures, un jour par mois, 12 mois dans l'année. En fait, on est en train de lui donner 12 jours en plus pour faire un peu plus d'activité, ou alors partir en vacances. Bah, ça tombe bien, c'était les jours qu'il était en train de chercher. 12 jours, monsieur l'artisan, on est capable de vous donner. Ou alors peut-être qu'on est capable de l'aider à mieux relancer ses impayés, parce qu'on va lui apporter une visibilité, et donc on est capable de l'aider à augmenter sa trésorerie. Peut-être que dans un deuxième temps, on est capable de l'aider à analyser un peu plus sa rentabilité par client. Si le gars il commence à, j'en sais rien, moi, à vendre des cheminées, peut-être qu'il y a certains clients chez qui il n'est pas trop rentable, ou certains types de cheminées il n'est pas très rentable. Donc ça sert à rien en fait de les vendre ces cheminées. D'autres types de prestations, il est très rentable. Ben, c'est au contraire là où il faudrait plutôt faire du chiffre là-dessus. Et ça tombe bien parce que comme la plupart des artisans, il a surtout un sujet de carnet de commandes qui est trop rempli, bah, si on l'aide à un peu mieux sélectionner ses clients, finalement, à la fin, on l'aide à augmenter sa rentabilité, à augmenter son salaire. Bon, bah, si on commence à lui filer 2 jours de vacances en plus dans l'année et augmenter son salaire, peut-être que ce bonhomme, il sera OK pour vous payer un peu plus. Vous voyez, donc on peut rentrer dans des schémas, en fait, comme ça, juste sur un petit exemple comme ça d'artisan, dès lors qu'on est capable de, euh, que quand on lui présente ça, il vous croit, et derrière, lui livrer, en fait, ce type de prestations. Sinon, ça va durer qu'un temps et ça va pas marcher sur le long terme. Donc voilà un peu les modèles en fait disponibles quand on part sur un modèle forfaitaire. Soit on va chercher du volume et du coup généralement c'est l'association c'est du low cost. Soit on va chercher plus de la valeur. Encore faut-il arriver à structurer des offres adaptées en étant conscient de ce que veulent les clients dans le portefeuille du cabinet et puis derrière être capable de leur livrer les choses. Voilà un peu dans la théorie les deux voies qui sont déjà en train de se bâtir sur le marché. Maintenant, une fois qu'on a conscience de ça et qu'on veut penser une évolution, il va falloir penser ce qui est important dans le cabinet, à savoir la chaîne de production. Donc comment organiser le cabinet? La manière dont sont organisés les cabinets aujourd'hui, on peut décomposer le temps qu'on passe sur un client en 5 phases. Il y a le temps qui est lié à la collecte des données, le traitement de ces données, la révision, la restitution au client et l'archivage. Donc ça, c'est généralement comme ça qu'on peut décomposer le temps qu'on passe sur un client à l'intérieur d'un cabinet d'expertise comptable. On vous a mis ici, c'est la première ligne avec la personne assise, c'est le collaborateur dans un cabinet. En dessous, c'est l'expert comptable. Et on a fait des sondages, en fait, pour pouvoir partager un peu le temps que chaque membre estime passer sur ses clients. Donc si on regarde un peu, le collaborateur dans un cabinet, lui, le marché estime qu'il passe autour de 80 à 90% de son temps sur la phase de collecte de la donnée et le traitement de cette donnée. Pourquoi pas? Du coup, ça implique qu'il n'a pas trop de temps, il lui reste que quoi, 15-20% derrière disponible pour éventuellement aider sur la révision, restitution et l'archivage des données. De facto, l'expert comptable, lui, va aider un peu sur le traitement et il va surtout passer massivement son temps sur de la révision. Donc mécaniquement, il a pas trop il a moins de temps disponible. Sur les autres phases, c'est mathématique. C'est pas gênant en soi, c'est juste organisé comme ça. Le seul impact que ça a, c'est que dans tout ça, ce qui a le plus de valeur pour le client à aujourd'hui, c'est pas la phase où il vous dépose les pièces, si ce n'est que c'est toujours sympa de prendre un café au cabinet. La phase de traitement des pièces, bon bah il se dit je paye mon cabinet pour ça après tout. Révision, je suis même pas sûr que la plupart de vos clients sachent que ça existe. Archivage, il s'en fout. D'ailleurs, souvent, il laisse ses classeurs au cabinet. Enfin, je sais pas chez vous, hein, mais on en voit quand même pas mal des classeurs qui restent dans les cabinets. Donc, tout ça pour dire que c'est la phase de restitution qui a le plus de valeur pour lui. Et le problème dans ce modèle, dans ce monde-là, c'est que c'est la phase par défaut aujourd'hui dans le cabinet d'expertise comptable. C'est le temps qui reste à la fin, bah voilà, on le passe sur la restitution quand on le passe. Et du coup, mécaniquement, aujourd'hui, l'expérience est, dans la plupart des cabinets, ben, là où on fait de la restitution au client, c'est quand on le voit en fin d'année pour lui remettre sa liasse, quoi. Donc autant vous dire que c'est pas assez fréquent pour que ça ait beaucoup de valeur pour le client. Puis après, bon, il y a 5-10% parfois des clients du cabinet chez qui on a une mission tableau de bord, et là, on fait éventuellement un tableau de bord au client, une fois qu'on a d'abord servi l'autre client, l'État, avec la TVA, le 20 du mois d'après. Mais tout ça, c'est trop lointain, en fait. Les gens, aujourd'hui, ils sont plutôt habitués à utiliser leur smartphone,
Et quand ils ont besoin de consulter où est-ce qu'ils en sont sur leur compte bancaire, ben, ils ouvrent l'app de leur banque, ou ils ouvrent Banking, et ils voient où ils en sont. Quand ils ont besoin de regarder leur mail, ils regardent en temps réel. Quand ils ont besoin de voir où ils en sont en termes de gestion, eh bien, soit ils s'amusent à se bricoler un suivi sur un bout de papier, sur Excel, ou alors ils demandent à leur cabinet, et le cabinet, peut-être qu'il il sera capable d'envoyer des données une fois qu'on aura fait la TVA, donc le 20 du mois d'après. Ça, c'est le meilleur cas possible, quand c'est bien organisé. Donc c'est trop loin en fait de l'attente du client. Donc ce qu'on observe aujourd'hui sur le marché, les cabinets qui sont plutôt dans une logique digitalisée, on va avoir un collaborateur où on va chercher à automatiser au maximum la phase de collecte de la donnée et le traitement associé pour pouvoir déporter le collaborateur sur une révision permanente du dossier et déjà une première préparation d'éléments de restitution au client. Ceux qui sont en réalité les moins complexes et les plus demandés par le client, notamment toutes les informations de gestion. Restons sur l'exemple de l'artisan tout à l'heure. Ce bonhomme-là, si on lui dit déjà combien il a de sous et qui lui doit de l'argent, on est en train de faire un sacré pas en avant dans son suivi au quotidien, avec un vrai impact. C'est que si on lui dit qui lui doit de l'argent, ben, peut-être qu'il va arrêter de perdre des sous parce qu'il n'a pas réussi à récupérer ses encaissements, quoi. Bon. Et l'expert comptable, lui, du coup, on est capable de le déporter de cette phase de révision pour le pousser au maximum sur la phase qui a le plus de valeur pour le client, notamment la restitution. Si le cabinet, donc ça c'est quand le cabinet cherche à s'orienter sur un modèle à valeur, donc plutôt un modèle premium. Maintenant, pour revenir rapidement en arrière, quand le cabinet veut plutôt être sur un modèle low cost, à la place de passer du temps sur de la restitution, on le met massivement sur du démarchage commercial. Mais au moins ce temps-là, c'est du temps qui est redonné au cabinet pour aller approfondir sa stratégie, chercher plus de clients, stratégie de volume, apporter plus de valeur individuellement à mes clients, stratégie premium. Et encore une fois, les deux ont un marché à prendre. C'est un vrai choix stratégique du cabinet là où il veut aller, quoi. Et dans les deux cas, pour le coup, une évolution digitale va pouvoir vous aider. Ces deux slides-là, c'est purement un process. Bien sûr, les outils vont éventuellement vous aider, mais c'est avant tout une réflexion à avoir sur comment on structure le cabinet. Un exemple que m'avait partagé un de vos confrères à Aix-en-Provence, m'avait dit, moi j'ai trouvé comment automatiser ma collecte de la donnée, la phase d'approvisionnement. Il m'a dit, regardez, il m'avait remis, ça ressemblait comme un menu, vous savez, dans les restaurants, il y avait une liste avec plein de prix. Il m'a dit, en fait, c'est simple, tous les prospects, je leur remets ce document-là quand ils rejoignent le cabinet. Et d'ailleurs, ils le signent en bas, là, dans la petite case. Et lui, très bien. Et puis, regardez la première ligne. Et la première ligne, c'était écrit facturation, pièce manquante, 5 € hors taxe. Il dit, en fait, c'est ultra simple. Au bout du premier mois, j'envoie toujours une facture complémentaire parce qu'il manque plein de pièces. À partir du deuxième mois, soit il manque pas une pièce, soit le client, il est plus là. Il était rentré dans une phase coercitive pour aller éduquer un peu à marche forcée ses clients et dire, moi, si vous travaillez avec moi, je veux les pièces en temps et en heure, et sinon, ça me va si vous voulez pas travailler avec moi. Il allait jusqu'ici, et ça marchait plutôt bien. Il y avait 3 sites dans la région d'Aix-en-Provence pour un cabinet de 25 personnes. Donc c'est purement, encore une fois, les outils peuvent vous aider, mais c'est avant tout une question de process et d'organisation. Voilà pour cette phase qui est destinée à structurer, je dirais, la phase de faire évoluer le cabinet sur sa chaîne de production. Alors maintenant sur les outils. Donc dans la partie au niveau des choix technologiques. Quand on veut arriver à bâtir une expertise digitale dans le cabinet, vous avez 2 grandes catégories de technologies qui sont aujourd'hui disponibles. Alors on va les appeler catégorie A et catégorie B. La catégorie A, ce sont les outils traditionnels, et je le dis sans notion péjorative. Là-dessus, la stratégie de l'éditeur dans la catégorie A, ça va être de développer un noyau, donc c'est généralement l'outil de production, donc l'outil comptable, et derrière il va chercher à développer des modules complémentaires. Un outil de démat, un outil pour faire les tableaux de bord, un outil pour collecter la banque. Il y a un éditeur, là, sans le citer, qui a même une caisse. Il propose une caisse pour les clients du cabinet. Donc voilà, donc vraiment stratégie d'éditeur, c'est avoir le noyau et il va développer des modules complémentaires. Comme ça, quand le commercial passe vous voir, il vous dit vous êtes 2 de plus, il faut 2 accès en plus. Il faudrait passer sur la version 12.5, voilà, vous avez payé la mise à jour, il faudrait passer en SaaS, machin, etc.
Ah, il vous faut un truc pour faire de la démat, pas de problème, j'ai tel module à vous vendre. Ah, vous avez des clients avec une caisse, tenez, je vous propose tel module. Donc voilà, donc il vous propose soit une mise à jour, soit des versions en plus, soit des modules complémentaires. C'est de bonne guerre, c'est stratégie des éditeurs dans ce milieu-là. Vous avez à côté une deuxième catégorie, donc on va appeler catégorie B, ce sont les éditeurs qui sont dans le monde cloud. Un éditeur cloud, qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui est pensée donc avec un hébergement pour le coup sur des serveurs qui sont à distance et qui est surtout pensée en architecture ouverte. Ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'éditeur, il a pensé également un noyau, il a pensé éventuellement des modules complémentaires, et surtout, il est ouvert sur l'extérieur pour que d'autres éditeurs puissent se connecter sur son noyau ou sur ses modules, pour du coup avoir une offre fonctionnelle qui devient pour le coup quasiment sans limite. Si on reste sur les outils de production, pour le coup propres à vos secteurs, des outils dans la catégorie A, donc les outils non cloud, ça va être des éditeurs comme des outils comme des Sage Koala, des Agiris, des ACD ou les anciennes gammes type Quadratus dans le groupe Cegid. Des outils cloud dans les outils de production, ça va être des outils comme Loop Software, Ibiza Software, qui eux sont des outils qui sont pensés en architecture, enfin qui sont pensés en cloud et en architecture ouverte. Ça veut dire que logiquement quelqu'un peut s'intégrer sur ces solutions-là. Et ce que ça permet du coup ça pour les utilisateurs, ça leur permet de conserver ce qui était intéressant dans la catégorie A, à savoir que les données sont quand même intégrées. Bon, ben on arrive toujours à l'avoir dans la catégorie B parce que c'est intégré via des API dans le cloud. Et ce que ça offre en complément, c'est que ça vous redonne un choix important. Ça vous donne le choix de travailler soit avec les modules qui sont proposés par l'éditeur, ou d'autres modules qui sont proposés par d'autres, qui sont peut-être plus spécialisés, plus complets, plus premium, moins chers, bref, différents, ou qui existent, alors que chez l'éditeur historique, ça n'existe pas. Donc ça vous donne un choix en fait additionnel qui est sans limite. Et ça, c'est les deux grandes catégories de technologies qui sont disponibles sur le marché. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a fait le parallèle avec comment sont structurés les cabinets donc sur les outils de production, avec les deux grands groupes d'outils de production, je me dois de vous dire deux choses. La première, c'est que les hubs de connexion, donc là où il y a un peu l'équivalent des App Store, quand on fait référence au smartphone, les App Store dans ce monde-là de la gestion, ils ne sont généralement pas faits autour de l'outil de production, ils sont plutôt faits autour de l'outil collaboratif. Pourquoi? Ben, c'est pour une raison assez simple, c'est là où il y a généralement le maximum d'outils tiers connectés et connectables, puisque vous en avez certains qui sont utilisés par les cabinets et d'autres qui sont utilisés par les entreprises. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que les cabinets qui passent dans le cloud, il y a aussi les entreprises. Donc, des outils cloud applicables pour les cabinets, donc dans les outils de production, ça va être encore une fois des Ibiza Software, des Loop Software, et vous en avez toute une ribambelle de nouveaux qui sont en train d'émerger sur le marché, comme MyUnisoft, Theogest, pareil, ce sont des outils récents vraiment de production qui sont faits pour remplacer Quadratus, Sage Koala, etc., etc., donc qui sont en train d'émerger. Mais vous avez aussi des outils type des Madbox qui fonctionnent en cloud, des outils comme ReceptBank par exemple, qui s'intègrent dans cet univers-là. Et en plus, vous avez les solutions collaboratives qui font le pont entre les entreprises et le cabinet. C'est en ça que pour le coup, elles sont collaboratives. Et les hubs du coup de connexion se font plutôt au niveau de ces outils collaboratifs, puisque c'est là où vous allez avoir du coup toutes les solutions qui sont utilisées par les cabinets qui sont intégrées dessus, et vous allez avoir en plus toutes les solutions qui sont utilisées par les entreprises qui s'intègrent dessus. Donc des solutions cloud utilisées par les entreprises, ça va être par exemple des petites solutions d'encaissement comme vous avez peut-être entendu parler de PayPal, Stripe, ou tous ces équivalents banques qui sont en train d'émerger. Ça peut être des solutions e-commerce, comme des PrestaShop, des WooCommerce. Ça peut être des caisses connectées, cloud. Ça peut être des outils de facturation, ça peut être des outils de devis, ça peut être des outils de gestion de temps. C'est indéfini en fait en soi. Et il y en a beaucoup plus évidemment que les solutions cloud juste utilisées par le secteur des cabinets, puisque ça correspond qu'à un pan d'activité. Donc, les App Store, plutôt fait au niveau des outils collaboratifs.
Maintenant, deuxième chose que je devais vous dire à ce niveau, vous avez dans le monde, à aujourd'hui, deux grandes plateformes qui existent et qui, du coup, coexistent. Un peu comme si vous utilisez l'iPhone avec la plateforme iOS ou la plateforme Android développée par Google. C'est un peu similaire. Vous avez deux grandes plateformes qui existent et coexistent dans le monde. Donc, vous avez la première qui s'appelle, du coup, enfin, qui est structurée autour de QuickBooks, donc qui a été développée par la société Intuit, donc qui est la société que je représente et qui m'emploie. Et vous avez tout simplement notre concurrent qui s'appelle Xero. Donc c'est comme Xerox sans le X à la fin. Donc ça, ce sont les deux grandes plateformes qui, dans le monde, aujourd'hui, ont réussi à avoir des, encore une fois, comme des équivalents d'App Store avec des centaines, voire des milliers d'applicatifs connectés. Donc je leur dis des centaines ou des milliers d'applicatifs connectés. Je vais vous montrer peut-être pour illustrer ça. Ah voilà, voilà c'est ça qu'il faudrait que je vous montre. Par exemple, à titre d'exemple, l'App Store QuickBooks, donc pour un pays émergent dans le digital comme la France, on va compter voilà, en une petite quinzaine d'outils tiers, entre des outils ouais, utilisés par des TPE comme des PayPal, des Stripe, Airplane qui est une solution de gestion de stock ou des choses comme ça, ou des outils utilisés par les cabinets comme des Loop Software, des Recep Bank, Expansia, Ibiza Software, qui vont pareil être intégrés avec QuickBooks. Bon, si je fais le comparatif avec faites voir un pays, par exemple le Royaume-Uni, donc un pays où on s'est implanté 4-5 ans avant la France, dans l'App Store, c'est organisé par catégorie parce que vous avez 400-450 applications tiers connectées à QuickBooks. 400 à 450. Donc ça, c'est l'exemple dans un pays où on s'est implanté 4 ans avant la France, quoi. Donc vous en avez pour faire des devis, pour facturer, donc qui vont venir en concurrence avec les propres éléments de facturation de QuickBooks. Tout ça pour en fait en permanence enrichir l'offre fonctionnelle de la plateforme. Bon, et sans même parler de pays comme par exemple le Canada ou les États-Unis où là les applicatifs intégrés à QuickBooks dépassent le millier. Donc en fait, on n'est plus en train de vous parler des 5-10 modules comme tout à l'heure dans la catégorie A. On vous dit, bah voilà, en gros, il y a les fonctionnalités clés de base qui sont toutes celles-ci, avec les modules disponibles. Et si vous préférez plutôt tel outil de facturation ou plutôt celui-ci pour tel corps ou tel secteur d'activité de vos clients, parce que c'est plus adapté, eh bien allez-y, prenez-le dans la plateforme et vous pouvez du coup rebâtir plutôt comme des petites logiques ERP euh, vraiment des solutions en fait totalement intégrées et qui répondent très bien à certains secteurs d'activité spécifiques. Voilà ce que vraiment permet le cloud pour le coup en vision. Bah voilà, c'était la partie écosystème. Alors maintenant, d'un point de vue outil collaboratif, comment ça fonctionne pour rentrer un peu plus dans le détail des outils collaboratifs. Un outil collaboratif, c'est pas un outil où on cherche à faire travailler plus le client. C'est pas le but. C'est un outil où on va plutôt interagir avec le client à l'intérieur d'une seule et même plateforme. Donc le client, généralement, en point de départ, on ne va pas lui demander de faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des clients, ce qu'ils font, c'est des devis, des factures et ils mettent les achats dans une boîte, un scanner ou un classeur. Bon, ben on va le dire, c'est pareil. Tu vas demain faire tes devis, tes factures dans la plateforme collaborative et tes factures d'achat, tes tickets, tu vas les mettre dans cette boîte-là. D'accord? On ne change pas le process. On va juste le digitaliser. Devis, facture dans la plateforme ou d'ailleurs dans l'app de la plateforme. Les factures d'achat dans cette boîte-là. On ne les met plus dans la boîte en papier, on les met dans le smartphone. Et c'est le cabinet qui va continuer à avoir la main sur la gestion du cycle achat, banque et éventuellement toutes les autres écritures comptables associées. Mais tout ça en utilisant la technologie pour aller beaucoup plus vite dans le traitement et du coup être capable de donner une visibilité beaucoup plus importante et rapide aux clients. Ça l'objectif. Alors, avant éventuellement de parler ça, ce que je vous propose c'est de rentrer rapidement pour le coup dans la plateforme QuickBooks pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est la deuxième partie dont on parlait tout à l'heure, à savoir comment QuickBooks s'intègre dans cet environnement et qu'est-ce qu'on cherche à résoudre. D'accord? Donc, dans un premier temps,
Ça, c'est pas QuickBooks, c'est la version QuickBooks pour le cabinet. Donc c'est un back-office qui permet d'avoir une vraie gestion centralisée sur les collaborateurs, les différents clients du cabinet qui sont dans la plateforme. On vous met à disposition tout un ensemble de ressources également, des ressources marketing, comment présenter votre offre, des ressources vidéo pour aider la formation des clients, les coordonnées, les accès à nos cellules formation pour former les clients, ou support si vraiment il y a besoin d'aider le gars à importer je sais pas, des modèles de facture ou il a perdu son mot de passe, quoi. D'accord. Vous avez également toute une possibilité pour gérer les projets des clients, donc rentrer dans une vraie gestion collaborative, client par client ou en groupe. Bon, je ne vais pas tout vous montrer évidemment hein, sur les 60 minutes qu'on a. Le but, c'est pas de vous former à QuickBooks, c'est peut-être de vous montrer les 1, 2, 3, 4, 5% pour que vous ayez déjà une première notion. Cette plateforme, elle va aussi et surtout vous permettre de rentrer directement dans les clients qui sont administrés par le cabinet de manière collaborative. Donc là, par exemple, mon client qui s'appelle Lemon Formation, je vais pouvoir rentrer à l'intérieur du dossier directement en tant que collaborateur du cabinet. Mon client qui, lui, utilise son accès pour aller faire ses factures, voir où il en est sur son activité, il va se connecter avec ses identifiants et il va voir à peu près la même chose que moi. Il y a 10% de fonctionnalités en plus sur la version cabinet, mais qui ne sont pas visibles là dans ce que je vais vous montrer parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail. Donc mon client, lui, quand il se connecte à QuickBooks, il voit à peu près la même chose que moi. Et ce qu'on lui montre sur son tableau de bord, c'est ben voilà, monsieur le client, où tu en es sur ton compte ou tes différents comptes bancaires, qui sont synchronisés en temps réel à QuickBooks. Voilà où tu en es sur tes dépenses. Alors en plus, il peut s'amuser s'il veut creuser un peu l'année dernière, le mois en cours, machin, etc. avec les petits camemberts. Voilà où tu en es sur tes impayés. Ben voilà, il y a 130 000 euros d'argent dehors, dont 119 000 qui est en retard. Donc tout ça, c'est vulgarisé pour que ce soit assez intuitif, pour que quelqu'un qui est surtout dans le métier de, je sais pas, monter les cheminées par exemple, pas forcément trop comptable, puisse comprendre, bon là c'est à l'air orange, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Tout ça c'est interactif, pour le faire rentrer dans sa gestion pour le coup. Et là ça lui permet de se dire, ah ouais mon Dieu j'ai de l'argent dehors, qu'est-ce qui se passe, je peux aller éventuellement creuser mes clients, et puis les sujets, et puis identifier qui me doit des sous pour pouvoir aller les relancer facilement. Vous voyez. De la même manière, en partant du tableau de bord, le but c'est vraiment qu'il puisse avoir ses premières informations de gestion, à savoir, ben voilà combien tu as de sous, c'est ici, qui te doit de l'argent, c'est ici, et voilà les dépenses de ta boîte, quoi. Et puis ici on lui dit s'il est dans le rouge, dans le vert, quoi. Pareil, en fait tout est interactif ici, s'il veut voir, qu'est-ce que c'est que ça là, je sais pas, c'était quoi ça, achat d'études ou divers ou cadeau à la clientèle, ben, il clique et il rentre dans le détail, quoi, quelque part. D'accord. Il peut même cliquer et creuser encore plus s'il veut retrouver par exemple la petite facture qu'il aurait scannée ou prise en photo pour mettre dans QuickBooks. Donc c'est très interactif et intuitif pour qu'un non comptable arrive à s'y retrouver. Ça c'est le tableau de bord. Moi j'appelle ça le service minimum. Encore une fois c'est pour lui dire voilà combien tu as de sous, tes dépenses, qui te doit de l'argent, est-ce que tu es dans le rouge, dans le vert. Pour avoir ça, comment ça va fonctionner, c'est là où on va fonctionner de manière collaborative avec le client. Le chef d'entreprise, lui, ce qu'on va lui dire, c'est tu vas faire ce que tu faisais jusqu'à présent. Tu faisais tes devis, tes factures et tu nous donnais les factures d'achat dans une boîte. Bah, tu vas faire exactement la même chose. 80% des clients qui travaillent dans QuickBooks fonctionnent de cette façon. Le chef d'entreprise, lui, il fait ses devis, ses factures et en contrepartie, il a tout son suivi de gestion commerciale qui est disponible là-dedans. Il n'a plus à essayer de se bricoler un fichier Excel et donc à y passer 1 à 2 heures par semaine. Et donc il est capable de gagner 12 jours de vacances en plus chaque année. Donc se gagner du temps. Et en plus, il a un meilleur suivi, sans même parler on lui supprime les erreurs qu'il faisait quand il se maniait ses facturations sur Excel. Donc, il est capable du coup d'avoir vraiment ce suivi-là, client, le solde. Ce qui est génial, c'est qu'on a repris un peu, vous savez, des fois, il y avait des classeurs ou des intercalaires ou des bannettes dans les entreprises avec la pochette verte, c'était les devis. Bon, ben voilà, là maintenant, elle est bleue et la pochette, elle est ici. Et s'il veut voir les devis en cours, ben, il clique dedans et il voit. Et si jamais il veut retourner dans le devis, il clique dessus et il rentre dans le devis. Et s'il veut se convertir le devis en facture, ben il le fait automatiquement. Clac, en un clic. Puis après, il peut voir les factures en cours, elles sont là. Automatiquement, ben lui, il y a 70 factures qui sont toujours pas payées, ça représente 51 294 et 95 centimes, il y a même les centimes. S'il veut voir les sous qui sont dehors et qui traînent, écrit en séchu, il appuie là-dessus.
Ce gars-là, 61 factures en retard, les factures en retard représentent 47 000 euros. Et s'il veut se les relancer en masse, il les relance en masse. Et là, sa gestion des impayés, ça devient 3 clics. Peut-être que tout le monde ne va pas payer, mais au moins, il va y avoir un suivi qui va se mettre en place. Ça structure le client et ça lui facilite sa gestion. Donc il va avoir vraiment tout ce bénéfice qui va apparaître. Tout ce qu'on va lui demander pour avoir ça, c'est de faire ses devis, ses factures là-dedans. Enfin, là-dedans, là dans la plateforme, ou alors sur l'app QuickBooks qui est disponible sur son smartphone. Je vais vous montrer quand même son expérience en tant que chef d'entreprise pour faire un devis ou une facture. Alors ça peut être un devis qui convertit en facture ou ça peut être une facture directement. Les masques de saisie sont similaires. Donc là, il vient, il met son petit client, par exemple Fabienne Dupont, l'outil récupère automatiquement la fiche, il ouvre sur le côté s'il y a des choses qui sont en cours sur ce client-là, comme des heures, parce qu'on peut faire une saisie des heures, ou un devis par exemple, il vous dit mais attendez, c'est pas ça que vous voulez convertir, ah si c'est bien ça, hop, ça permet automatiquement de convertir. On va pouvoir aussi ajouter différents éléments, hein, donc on gère ça avec des bases d'articles qui sont importables ou qu'on peut créer au fur et à mesure. Il peut se créer des produits au fur et à mesure. La TVA, elle est soit mise automatiquement, soit il la change à chaque fois. Pouvoir se mettre des pièces jointes, écrire des messages sur les factures, rendre les factures récurrentes, comme ça elles partent automatiquement, et en quelques clics, pouvoir finaliser, envoyer sa facture. Ça c'est le corps du mail qui part. Il y a le visuel. Alors vous arrêtez pas sur les visuels des factures parce qu'on en a une dizaine de visuels qui sont personnalisables, donc avec différents formats, des colonnes, des carrés, des tableaux, pas de tableaux, bref, ce qu'on veut. Et à l'extrême, l'outil est assez intuitif pour qu'un client qui voudrait à tout prix avoir son visuel de facture tel qu'il a aujourd'hui dans son fichier Word, on importe son fichier Word et c'est ça le visuel de facture qui sortira de QuickBooks. Alors QuickBooks ça a été fait pour que ce soit vraiment simple pour le client. Il y a toute une partie des clients, ils sont très attachés à leur visuel de facture. C'est une part de leur communication. On le sait, nous, chez nous, c'est 1 sur 6. C'est très important, la facture telle qu'ils l'ont aujourd'hui. Bon, on dit, c'est pas grave, envoie-moi ton fichier Word et ce sera ça le visuel qui sortira de l'outil. Donc c'est plutôt très simple. Et donc en quelques clics, capable d'envoyer sa facture. Je ne sais pas si vous avez des commandes, des clients, des fois, tous ceux notamment qui facturent sur Word, Excel, des fois ils modifient les factures après envoi. Peut-être pas chez vous, hein, mais dans certains, ça arrive parfois sur le marché. Nous, on leur permet de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce soit simple pour eux. Donc le gars qui a envoyé sa facture et qui s'est trompé, là, fallait pas facturer ça, il l'enlève. Et si jamais il s'est trompé sur le prix là-dessus, pareil, il le change et il renvoie sa facture. Je vous ai passé rapidement les quelques notifications, mais là, automatiquement, parce qu'on a modifié la facture, l'outil il a fait un avoir sur l'ancienne facture et il a refait une nouvelle facture. Sauf que l'expérience utilisateur, ça reste très simple. Il a modifié sa facture, t'emmerde pas avec ah oui, il faut que je fasse un avoir et puis que je la rattache à la bonne facture. Ah, c'est bon, attendez, moi je monte des cheminées. Ok, modifie ta facture, il n'y a pas de problème. Il modifie sa facture et l'outil, lui, il gère la mise en conformité. Ça permet à la partie facturation de QuickBooks d'être très simple d'utilisation pour un client pas forcément comptable, mais tout en étant un outil certifié avec, vous savez, la fameuse attestation loi antifraude directement disponible dans l'outil. D'accord ? Donc ça, j'ai passé un peu de temps sur la facturation parce que c'est le premier élément qu'on demande au client et c'est généralement... déjà, s'il fait ça, ça va le structurer, il va y avoir beaucoup moins d'erreurs sur les matrices Excel, et il va avoir de la visibilité, et côté cabinet, évidemment, on va récupérer au fur et à mesure toutes les écritures de vente associées. Oui, parce que là, on ne l'a pas vu, mais chaque fois qu'on fait une facture dans l'outil ou un avoir, il y a évidemment l'écriture comptable associée qui est générée. Bon, sur la partie achat, le client avant, il apportait ça dans une boîte au cabinet, ou éventuellement, il nous le scannait ou il nous le déposait dans un classeur. On va dire, maintenant, c'est simple. Tu vas faire ça dans l'app QuickBooks. Donc il y a une app, hop, d'ailleurs, je vais essayer de vous la montrer. Donc elle s'ouvre. Le client, on va lui dire, demain, tu vas avoir sur ta partie achat le point sur tes dettes fournisseurs en quelques clics, visualiser tes différents fournisseurs, les sous que tu leur dois en tant qu'entreprise,
pour savoir quel va être le futur décaissement à venir. S'il a besoin de creuser, c'est un peu comme les clients, on clique sur un fournisseur et on voit les différentes factures concernées et on peut aller jusqu'à retrouver la pièce directement dans l'outil. Bon, donc pour avoir ça, élément de restitution, on va dire ça va pas être plus dur qu'avant, tu vas continuer à mettre les factures dans la boîte. Entre temps, voilà la petite app QuickBooks. Hop, je remonte pour voir comme vous. Donc en fait qui est purement le même élément que le tableau de bord. Donc vous voyez peut-être pas bien avec l'écran sur écran, mais en gros il y a un plus en bas. On appelle ça un reçu d'achat. Et tout ce qu'on lui demande, c'est de prendre en photo ses tickets, ou ses factures d'ailleurs. C'est tout ce qu'il a à faire. Donc avant il les mettait dans la boîte, maintenant il les met dans cette boîte-là. Point barre. Tout ce qu'il va recevoir par email, il va pouvoir les transférer directement par email à l'adresse qui s'appelle dépenses@quickbooks.com. Et si vraiment il préfère scanner, il fait un glisser-déposer là-dedans. Donc ça, c'est la première grande façon d'envoyer des pièces d'achat à l'intérieur de QuickBooks. Une deuxième façon, c'est d'utiliser un OCR cloud intégré à QuickBooks, dont on parlait par exemple tout à l'heure, donc des outils comme ReceptBank qui sont synchronisés automatiquement avec QuickBooks, ou Expansia par exemple, qui est tout simplement un concurrent de ReceptBank, ou ce module-là spécifique dans QuickBooks. Et nous, ça ne nous dérange pas en soi qu'il y ait des concurrents dans notre écosystème qui concurrencent une de nos propres fonctionnalités, parce qu'eux, ils le font en tant que spécialistes, avec généralement d'autres possibilités, d'autres façons de faire, des fois peut-être des trucs un peu plus adaptés sur certains secteurs, ou des flux un peu plus poussés. Et donc ça redonne en permanence du choix aux utilisateurs. Et c'est ça le monde en fait tel que on le conçoit chez Intuit et du coup QuickBooks. Bon, donc ça c'était un peu la parenthèse avec l'écosystème pour vraiment vous montrer qu'on n'est nullement restrictif là-dessus, et au contraire on pousse vraiment tous ces partenariats parce que ça enrichit en fait fonctionnement les fonctionnalités tout simplement de l'outil. Vous verrez chez nous, si vous échangez avec nous, on vous dit souvent attendez, ça dépend de ce que vous voulez faire, j'ai plusieurs possibilités disponibles pour vous. Donc ça permet vraiment d'être assez fin dans les propositions qu'on est capable de vous faire. Une fois que, toujours est-il, donc si on reste sur cet outil-là, le gars il prend en photo, il y a un outil, donc l'OCR QuickBooks, qui va interpréter le petit ticket par exemple en date, nom d'un fournisseur, trouver un montant, proposer un montant, enfin trouver le montant de TVA, proposer une catégorisation. Et ce qui reste aux collaborateurs à faire, c'est sélectionner les dépenses ou les sélectionner en masse, éventuellement modifier le compte de charge s'ils préfèrent le mettre dans tel ou tel compte, et directement valider pour le coup ce que l'outil propose. Et là tout de suite on est capable de valider les achats 5 par 5, 10 par 10 ou 15 par 15 en fonction des clients. Et d'aller du coup mécaniquement beaucoup plus vite. Donc c'est comme ça qu'on s'automatise une bonne partie de la collecte des données et du traitement associé. D'accord ? Tout en apportant la visibilité au client. On le fait toujours et pour la partie productivité et pour la partie restitution, création de valeur pour le client. Le troisième grand flux dans tout ça, c'est la banque. Donc au niveau des banques, dans QuickBooks, vos clients ils vont pouvoir venir connecter leur banque traditionnelle, BNP, Crédit Mutuel, Crédit Agricole ou ce qu'on veut, leur banque, entre guillemets, vous savez, néobanque pour ceux qui utilisent des PayPal, Stripe, Conto, enfin toutes ces banques-là. Une fois que la banque elle est synchronisée, le flux bancaire va remonter en permanence, et je dis bien c'est tous les jours, en permanence dans QuickBooks. Donc on automatise la collecte. On va également automatiser une bonne partie du traitement associé, puisque l'outil va chercher à vous proposer des lettrages avec soit des factures de vente, vous voyez, entre l'encaissement qui remonte par exemple là dans PayPal, l'encaissement de 150 €, et une facture d'un même montant sur une date proche, lui dit moi je propose de lettrer les deux ensemble. D'accord ? Ou là, celui-ci, là, paiement, machin, etc., 675 €, je propose de lettrer avec telle facture. Et donc, ce qui reste à faire aux collaborateurs, c'est de venir voir ce que QuickBooks propose en lettrage automatisé par défaut, se connectant là-dedans dans ce que QuickBooks reconnaît. Donc, généralement, il va proposer deux types d'automatisation, un lettrage automatisé ou des règles, si on met en place également des règles. Vous savez, comme par exemple sur les frais bancaires, les frais PayPal, etc., etc. Donc, généralement, le collaborateur il vient là-dedans, il fait un contrôle visuel, il accepte. Peut-être pas tout accepter parce qu'à chaque point.
chaque compte démo, après, je suis obligé de tout remettre en place. Mettons que, voilà, reconnu. Il va en accepter quelques-unes. Et une fois qu'il accepte ça, les transactions, elles ne sont plus à valider, elles sont passées dans QuickBooks. Et donc mécaniquement, on vient de mettre à jour tous les tableaux de bord qu'on voyait sur le traitement des fournisseurs et des clients. Et on vient également de générer les écritures comptables associées. Donc ça met en fait en permanence en temps réel et l'aspect restitution données de gestion et en même temps les écritures comptables, évidemment, avec tout le gain de temps associé. Et donc ça, c'est comme ça qu'on traite la partie banque à l'intérieur de QuickBooks. D'accord ? En complément de tout ça, vous allez avoir la possibilité de venir saisir des écritures additionnelles à l'intérieur de QuickBooks, que ce soit de manière manuelle, de manière récurrente, un peu avec des logiques d'abonnement, ou alors carrément aller les importer, si vous voulez par exemple importer une écriture de paye à l'intérieur de QuickBooks, pour venir préciser certains éléments et tableaux de bord notamment. Okay ? Donc là tout de suite on commence à avoir une notion un peu plus complète entre les ventes, les achats, la banque, la paye, on peut même aller jusqu'à passer des écritures d'amortissement, par exemple en fin de mois, pour pousser en fait une restitution toujours plus juste pour le client. Okay ? Fin de mois ou fin d'année, en fonction de la fréquence qu'on souhaite, on va pouvoir venir exporter toutes ces données-là. Donc quand on est dans un outil traditionnel type Quadra, Sage Koala, etc., on va venir exporter les données. Donc on appelle ça FEC provisoire, c'est un fichier d'export format FEC. Donc vous exportez soit le mois en cours, soit l'année. On peut adapter les formats d'export, notamment sur les comptes tiers, en fonction de comment sont paramétrés vos outils de production. Et ça, voilà, je cherchais le petit bouton, on l'exporte directement pour faire le réimport derrière et aller sortir l'alias de manière assez simple, parce que toutes les écritures comptables associées ont été générées tout au long de l'année. Donc en fait, on est capable d'automatiser cette collecte des données sur les flux vente, achat, banque, qui sont 80 à 90% des flux chez la plupart des clients. Donc on automatise la collecte des données et on automatise le traitement. On ne le fait pas juste pour gagner du temps au cabinet, on le fait surtout pour montrer au client où est-ce que tu en es, monsieur le client, donc lui faire gagner du temps à lui dans son suivi, lui apporter une vraie visibilité sur son business. Il l'a peut-être pas tous les soirs, mais peut-être fin de semaine. C'est déjà énorme le pas en avant. Ou plutôt avant, il l'avait le 20 du mois d'après quand on avait fait la déclaration du TVA. Là, on est capable de lui filer le vendredi soir où est-ce que tu en es sur tes sous, qui doit de l'argent, à qui t'en dois. D'accord ? Et en parallèle, on gagne du temps sur la partie compta qui est automatisée parce qu'on collecte les données de manière automatisée et on automatise une bonne partie du traitement. Ok ? Quatrième grand bloc dans tout ça, vous avez un module qui s'appelle rapport, où là, vous avez jusqu'à 70 modèles d'édition ou rapports disponibles et personnalisables dans QuickBooks. Des exemples de rapports, ça peut être des rapports un peu techniques, plus pour le cabinet, comme des balances, des journaux, des trucs comme ça, ou plutôt orientés gestion pour le client. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Donc on peut lui faire, alors soit il peut y avoir des éléments un peu visuels, pour lui montrer avec des jolis camemberts un peu où en est son business. Vous pouvez avoir des rapports un peu plus ciblés, comme par exemple un client qui voudrait analyser ses ventes. Bon, là, il y a une dizaine de rapports en rapport avec les ventes, donc détaillés, en récap. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Regardez, récapitulatif des ventes, voilà, par client. Un client qui veut chercher à développer un peu son activité, on va dire, attendez, déjà, on va développer, visualiser avec quels clients vous faites le plus d'activités. Donc, on va se regarder, par exemple, le suivi au mois, admettons. Non, parce qu'il y a beaucoup de données. On va mettre l'année dernière. Voilà, l'année dernière. On va se mettre un suivi. Voilà, c'est ça. Je voulais vous montrer avec un suivi au trimestre, par exemple. Tac. Et voilà, en fait, comment se décomposent tes ventes, client par client, trimestre par trimestre sur l'année dernière. Bravo, machin, etc. Puis après, on peut peut-être faire la même chose sur la partie rentabilité. Dans QuickBooks, on peut gérer de la comptabilité analytique pour des clients qui auraient des besoins peut-être un peu plus poussés et lui sortir une analyse de rentabilité client par client.
ou site par site, axe par axe. Bref, on peut rentrer dans des trucs comme ça. Après, on peut analyser les coûts fixes. Bon, et à la fin, on commence à l'aider à faire plus de chiffre d'affaires, plus de rentabilité et moins de coûts fixes. C'est là où on commence à aider le gars à augmenter son salaire à la fin. Je pousse un peu volontairement le truc, mais on rentre vraiment dans cette dynamique d'accompagnement dans la gestion de la TPE pour la partie des clients qui sont prêts à valoriser ça pour le coup et qui sont demandeurs. Il y en a qui sont demandeurs, des gars à qui on propose d'augmenter le salaire. J'en connais plus d'un qui, enfin, il devrait être un peu plus d'accord que pour les liasses fiscales, quand même. D'accord? Donc voilà, donc vous avez tout un ensemble de rapports disponibles là-dedans. Il y en a jusqu'à 70, donc on ne va pas tous les commenter, mais dites-vous que vous pouvez accompagner le chef d'entreprise dans le suivi des ventes, des coûts fixes, sa rentabilité, avoir des notions de budget activables là-dedans. On peut l'aider à suivre les heures, on peut lui faire des feuilles de temps. Il y a un module pour faire des feuilles de temps là-dedans. Vous avez un suivi par projet qui est disponible sur les versions un peu plus poussées de QuickBooks. En fait, ça va s'adapter pour le gars qui est tout seul, qui a surtout besoin avant tout de facturer et voir un peu où il en est éventuellement sur ses dépenses et sa trésorerie, à la petite PME de 40-50 personnes qui a des vrais enjeux de suivi de projet, analytique, de budget ou de choses comme ça. Faut juste pas démarrer par la PME de 50 personnes, une première prise en main. Mais c'est des business qui sont tout à fait gérables dans QuickBooks. Cette version-là de QuickBooks a aujourd'hui, qui est notre version QuickBooks Online, vous avez plus de 5 millions d'entreprises qui l'utilisent. Donc, et c'est des boîtes voilà, qui vont du c'est tout seul à l'entreprise un peu plus structurée avec 50, 100 salariés sans problème, quoi. D'accord? Donc voilà un peu dans les grandes lignes QuickBooks, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça permet de faire, qu'est-ce que ça permet d'apporter aux clients et comment ça permet en même temps de s'automatiser la collecte et le traitement des données. D'accord? Rapidement et pour conclure, donc c'est développé par la société Intuit, qui est implantée du coup dans une dizaine de pays dont la France et le Royaume-Uni en Europe. Aujourd'hui, cette version de QuickBooks, elle compte 5 millions d'entreprises qui l'utilisent. On a sur nos anciennes versions QuickBooks 8 millions d'entreprises en plus, donc ça fait quand même une base expertise QuickBooks avec 13 millions d'entreprises utilisatrices dans les 10 pays où on est implanté. On est environ 9000 salariés à travailler pour cette entreprise qui est somme toute très inspirante pour le coup et pleine d'énergie. On a là-dessus environ 2000 développeurs et chaque année on dépense un peu plus de 1,5 milliard de dollars en recherche et développement. Mais très humblement, on le fait en sachant qu'on n'arrivera jamais à tout faire nous-mêmes. Et c'est pour ça que la seule façon qu'on ait trouvé chez nous d'arriver à couvrir un maximum de fonctionnalités, c'est en ayant, nous, un maximum de fonctionnalités qui couvrent la masse à l'intérieur de QuickBooks et à côté, en ayant un écosystème avec des outils tiers complémentaires qui viennent en permanence en fait compléter notre offre. Je prends un exemple, un outil comme Libéo, ça permet d'automatiser le règlement des factures fournisseurs à échéance. Il y a une start-up française. Peut-être qu'un jour on pourra développer ça chez Intuit, on pourrait le faire, mais on va se le dire, c'est pas une priorité. Eux, ils font ça très bien. Donc on a entre-temps la possibilité en fait pour tous ceux qui veulent automatiser les règlements de fournisseurs de certains clients, bah, ça y est, c'est déjà disponible, la fonctionnalité est là. Vous voyez, ça permet vraiment d'aller sur du sur-mesure pour des clients un peu stratégiques, notamment pour le cabinet ou pour des secteurs spécifiques du cabinet. Ouais, bon, je m'étalais un peu parce que j'adore totalement cette vision. QuickBooks, c'est mon bien. En même temps, vous me direz, je travaille chez eux, donc on est vraiment là pour faciliter cette gestion-là chez les entreprises et du coup accompagner les cabinets dans ce rôle d'accompagnant en gestion. Et pour faire ça, et pour le coup, donc ce sera le mot de la fin, on aide vraiment les cabinets donc en partant un peu d'un diagnostic en fonction des enjeux du cabinet, les outils qu'il y a aujourd'hui, c'est quoi la vision du cabinet pour arriver à faire cohabiter tout ça. Derrière, on vous accompagne donc avec une vraie formation donc à l'outil. Donc c'est pas très compliqué à prendre en main. En 2 demi-journées, on forme des collaborateurs référents sur comment utiliser QuickBooks. Donc ça pour le coup c'est assez rapide et vous avez surtout un consultant qui vous aide en permanence de manière très pratique pour mettre les premiers clients sur QuickBooks, importer les données, importer les factures. Donc en fait il cherche à vous montrer comment faire et en même temps il fait pour vous donner un vrai enjeu d'accélération là-dessus. On vous aide également à faire des premières présentations pour vos clients,
Souvent, c'est animé sous forme de petits déjeuners pour vraiment arriver à montrer l'intérêt du client d'être là-dessus, en fait. Puis à la fin, c'est monsieur le client, est-ce que ça te sert? Oui ou non? Si ça lui sert pas, c'est pas la peine de lui forcer la mise en main. Si ça lui sert, le client il pose que deux questions. Qu'est-ce qu'on attend de moi et combien ça va me coûter? Parce qu'il y voit son intérêt. Donc on aide vraiment les cabinets à bâtir ça en fait en tant qu'expertise au niveau du cabinet. Et derrière, il y a tout un ensemble d'éléments marketing qui, euh, qui, qui s'alimentent et qui se génèrent également pour le compte de nos cabinets partenaires, puisque je pense que vous avez commencé peut-être à visualiser un peu notre modèle. Donc, on a un modèle où on a et des cabinets partenaires et en même temps, on cherche à faire du marketing de masse, pareil, pour réexpliquer au client que demain, il peut partir 12 jours de vacances en plus et augmenter son salaire. Et que pour être là-dessus, il faut voilà, qu'il utilise la plateforme et il faut qu'il soit avant tout et surtout accompagné par un tiers qui sait l'utiliser. Et du coup, il faut qu'il soit accompagné par un cabinet d'expertise comptable qui sait travailler là-dedans. Il ne peut pas y avoir trop de discordance entre un client utilisateur et un cabinet qui ne saurait pas l'utiliser. Sinon, à la fin, ça ne marche pas bien, il y a trop de friction. Donc, on a vraiment ce modèle-là et du coup, ça suppose de vraiment aider nos cabinets partenaires dans cette vraie dynamique partenariale pour bâtir cette expertise digitale. Et c'est comme ça qu'on procède avec nos cabinets partenaires existants et également en devenir. Voilà un petit peu ce qu'on avait à vous dire dans ces deux grands blocs ce soir entre cette notion d'expertise digitale et également comment QuickBooks en tant que solution et entreprise pour le coup s'intègre dans tout ça, qu'est-ce qu'on cherche à résoudre. Donc si je résume, c'est vraiment l'expertise digitale chez nous, on la pense sur deux axes pour les cabinets. C'est comment on automatise au maximum la productivité avec la collecte et du traitement automatisé, mais avant tout pour apporter beaucoup plus de valeur, de suivi, de restitution pour l'entreprise. Et c'est ça qui permet aux cabinets, à nos cabinets partenaires, d'être sur des modèles premium, où ils sont capables, et quelque part, de gagner du temps, et en même temps, notamment sur la collecte et le traitement de la donnée, et en même temps d'aller parfois facturer un peu plus les clients, parce que les clients, ils y voient leur intérêt, en fait, tout simplement. Et dès lors qu'ils y voient son intérêt, ils posent que deux questions, le client. C'est qu'est-ce qu'on attend de moi et combien ça va me coûter. Et il a bien notion que comme il y voit son intérêt, il peut y avoir un coût additionnel, quoi. Voilà un peu vraiment, encore une fois, cet objectif qui est le nôtre quand on accompagne nos cabinets partenaires. Donc on va rester disponible si vous avez quelques questions que vous souhaitez aborder maintenant. Dans tous les cas, vous serez recontacté donc à l'issue de cette visioconférence pour avoir un peu vos retours, savoir ce que vous en avez pensé, répondre éventuellement aux quelques questions qui auraient pu venir là dans la soirée. Et puis échanger avec vous si vous êtes intéressé par échanger un petit peu plus. Voilà, donc Célia, s'il y a eu des questions, on va pouvoir directement peut-être les prendre en ouvrant peut-être les micros des quelques personnes qui auraient posé des questions. Merci à tous et encore une fois restez si vous souhaitez échanger encore une fois sur quelques questions que ce soit techniques ou sur le partenariat.